Bonsoir et bienvenue sur le plateau du Grand Direct. Très heureux de vous retrouver pour cette heure d'information consacrée à la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, avec à la une ce soir le Rassemblement national qui veut mobiliser ses électeurs en vue du second tour. Ce sera ce dimanche, second tour des régionales mais aussi des départementales. Un sondage place d'une courte tête Renaud Muselier en tête au soir du second tour avec 51% des voix, le candidat Les Républicains. Tous derrière les Bleus, la France déjà qualifiée affronte ce soir le Portugal dans le cadre de l'Euro de football. Nous irons dans le Var à Toulon où les bars sont prêts à accueillir les clients qui vont suivre le match de l'équipe de France qui a quand même un petit peu d'enjeu. Et puis nous irons également dans cette édition dans la vallée de la Vésubie, à Saint-Martin-Vésubie, où les vallées vont affronter l'été. Vous le savez, ces vallées qui ont été dévastées il y a 8 mois par le passage de la tempête Alex. Reportage en plateau, le préfet en charge de la reconstruction, Xavier Pelletier, sera notre invité dans quelques minutes. Voilà pour le sommaire et les titres de l'actualité ce soir. Et je vous le disais, ce premier sondage de l'entre-deux tours, sondage IFOP, qui concerne notre région, la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Et c'est Renaud Muselier qui, selon cette première étude, s'imposerait dimanche soir au terme du second tour des élections régionales avec seulement 51% des voix, contre 49% pour Thierry Mariani seulement, car évidemment, vous l'aurez compris, avec la marge d'erreur, cela peut provoquer un tout autre résultat dimanche. Élection qui en tout cas sera très serrée. L'un des enseignements du premier tour, c'est que 73% des électeurs de Marine Le Pen à la présidentielle ne se sont pas déplacés le week-end dernier pour voter au premier tour. Résultat, eh bien, les militants, les candidats Rassemblement national aimeraient bien mobiliser ces électeurs pour le second tour et peut-être l'emporter. Reportage à Cagnes-sur-Mer de Kelly Vargin et Alexis Ricard. Bonjour monsieur, c'est pour les élections régionales. Vous avez un super stand de la... C'est le deuxième marché depuis ce matin pour le Rassemblement national et il y a du monde dans les rangs. La tête de liste au régional pour les Alpes-Maritimes, les candidats au départemental pour les cantons de Cagnes-sur-Mer et leurs militants. On a l'occasion de sortir tout un système, le système Louis Nègre, le système Christian Estrosi, le système d'Emmanuel Macron, le système de Renaud Muselier. Bonne journée, tenez madame, n'hésitez pas à aller voter dimanche. Vous inquiétez pas, on va y aller, merci. Pour ce militant mobilisé depuis 3 mois déjà, le rythme s'est encore accéléré. On essaye au maximum de faire reculer cette abstention et de mobiliser massivement notre électorat. C'est pour ça que tous les jours on a enchaîné marché, on va dans les quartiers populaires, on se rend compte, il faut aller le chercher, et il faut lui faire prendre conscience de ces élections. Dans cette commune, Thierry Mariani a recueilli 42% des votes, un des scores les plus hauts dans le département contre 32,7% pour Renaud Muselier. Et sur ce marché, beaucoup assurent avoir voté RN au premier tour. Quand on est déçu par quelqu'un, je pense qu'on essaye une autre voie. Tout à fait une autre voie en plus. Je serais bien content que ce soit monsieur qui passe. Le premier tour, il a été fait avec ça, le second sera fait avec ça. Formidable. Il faut dire aux jeunes d'aller voter à 85%, ils n'ont pas voté. Et ils ne sont pas les seuls. Selon un récent sondage, 73% des sympathisants du Rassemblement national ne se sont pas rendus aux urnes. Peut-être que des gens se sont dit au premier tour, il n'y a peut-être pas besoin d'aller voter parce qu'ils vont gagner. Si chacun de nos électeurs, comme on les voit ce matin, trouve 5 personnes pour aller voter dimanche, on a gagné. Le travail qu'on fait aujourd'hui, on l'aurait fait même si M. Félizia ne s'était pas retiré. Mais plus que jamais, bien sûr, il faut mobiliser nos troupes. Une opération de tractage qui n'aura pourtant pas convaincu tout le monde. Je vais voter, c'est sûr. Pour qui, j'en sais rien. Je vais lire ça, on verra. Je peux mettre un truc blanc. Je leur ai dit que ça ne m'intéressait pas. Peu importe de quel côté on se range, il n'y a aucun changement. Donc je ne vais pas aller perdre mon temps à aller... voter. Le taux d'abstention dans les Alpes-Maritimes restera-t-il à 65% des inscrits? C'est la grande interrogation de ce deuxième tour des élections régionales et départementales. Un deuxième tour que vous suivrez en direct sur nos antennes à partir de 19h30 évidemment. Renaud Muselier qui... mathématiquement, devrait profiter du retrait du candidat de gauche Jean-Laurent Félizia. Renaud Muselier qui s'est adressé ce matin aux électeurs et aux élus de la gauche en leur promettant de participer au débat dans la prochaine assemblée s'il est élu. Je vous propose de l'écouter sur les modalités finalement de cette participation. Renaud Muselier au micro de Manon Mujica et Luca Licata-Caruso. Il pourra, avant chaque réunion de l'Assemblée plénière et avant chaque commission permanente, proposer 2 délibérations du Conseil régional, un vœu et une motion. Un débat sera systématiquement engagé sur le sujet et donnera lieu, comme toujours, à un vote
Deuxième prérogative, chaque début d'année, un représentant du comité pourra intervenir en assemblée plénière pour un discours de politique générale. Soyons clairs, ces dispositions ne remplacent pas la présence d'élus au sein de l'hémicycle. Ce n'est pas une compensation intégrale. C'est la reconnaissance des valeurs, des idées, des propositions qui ont réuni autour d'elles près de 17% des électeurs dimanche et qui n'y seront toujours pas représentés. Voilà, Renaud Muselier qui donc propose la création d'un comité composé de 20 membres issus de la gauche. Vous le savez, le grand jour du débat du second tour, c'est demain, sur nos antennes, ainsi que sur l'antenne de BFM et sur les ondes d'RMC. Rendez-vous à 8h30 avec Jean-Jacques Bourdin, les antennes d'Azur TV qui vont devenir les antennes de BFM Marseille-Provence, BFM Toulon-Var et BFM Nice-Côte d'Azur. Dans l'actualité de ce mercredi, il y a également cette décision du Conseil d'État qui suspend les nouvelles règles de calcul de l'assurance chômage. L'assurance chômage qui est au cœur de la polémique depuis plusieurs mois, une réforme qui est portée par le gouvernement. On a beaucoup entendu notamment les intermittents du spectacle s'élever contre ce nouveau mode de calcul qui, selon eux, va réduire le salaire journalier de référence, donc le salaire de base de l'allocation. Est-ce un camouflet pour le gouvernement? Le Conseil d'État qui ne se prononce pas vraiment sur le fond, mais qui invoque des incertitudes sur la situation économique, qui repousse en fait donc finalement l'instauration de cette réforme. Je vous propose d'écouter le député de la majorité La République En Marche, Saïd Hamada, député des Bouches-du-Rhône, avec Valentin Rodriguez. C'est une bonne réforme. Elle permet de lutter contre les contrats courts, contre les employeurs qui abusent de ces contrats courts, alors qu'ils pourraient offrir des CDI en longue durée. Et aussi les salariés qui ont abusé de ces contrats courts alors qu'ils auraient pu eux aussi signer des contrats longue durée. Cette réforme elle a été pensée au moment où l'activité économique fonctionnait bien et le Conseil d'État a estimé qu'il n'était pas opportun à ce moment-là, aujourd'hui, de la mettre en place. C'est donc un jugement sur le timing, la forme et pas sur le fond. Et c'est ce qu'il faut retenir de ce jugement du Conseil d'État. Le foot à présent et l'équipe de France qui va tenter de conserver sa première place dans son groupe à l'Euro 2020 qui se déroule en 2021. Match face au Portugal, un match capital donc je viens de vous le dire pour tenter de conserver cette première place. Un match qui va se jouer à la Puskás Arena de Budapest. Un match qui sera forcément suivi à 21h par les Français et les habitants de notre région. Ce sera le cas particulièrement dans le Var, à Toulon, où se trouvent Marion Colangelo et Thomas Bernabé. Les bars, chère Marion, se sont préparés, dispositifs, écran géant. Est-ce que tout est prêt? Est-ce qu'il va y avoir de l'ambiance? Eh bien oui, Nicolas, pour le moment, l'ambiance est assez calme sur la place de l'Équerre à Toulon. Mais ce soir, ce sera ambiance match. À l'occasion de ce match contre le Portugal, très attendu par le public. Sur la place de l'Équerre, d'ailleurs, les bars ont tous installé des écrans pour pouvoir suivre le match. Nous sommes avec Nicolas, le gérant du Street Bar. Nicolas, on vous voit avec le maillot du Portugal. Est-ce que c'est une provocation ou ça fait partie du dispositif que vous avez mis en place? Ça fait partie du dispositif Europe Food Vintage. On a pensé que le sport pour nous c'était la diversité et le partage et qu'on voulait justement montrer cette diversité sur la place de l'Équerre. D'accord. Donc, vous êtes normalement un bar d'ambiance, mais cette fois-ci vous avez décidé de jouer quand même le jeu de l'Euro. Ouais, parce que quand même on aime beaucoup la France, on a envie qu'ils gagnent. Ça a été quand même un petit peu compliqué par rapport aux dispositions sanitaires? Oui, tout à fait, puisqu'on essaie justement de faire des petits événements, puisqu'on veut continuer à appliquer le processus, le protocole sanitaire, de 6 personnes par table, essayer de faire bien les choses, pour pouvoir justement faire encore plus grand à partir du mois de juillet si nos Bleus se qualifient pour les quarts de finale. Merci beaucoup, Nicolas. On rappelle que ce soir, la France jouera contre le Portugal à 21h sur TF1, un match particulièrement important pour la suite de la compétition, même si les Bleus sont déjà qualifiés pour les 8e de finale. Merci Marion, on vous retrouve tout à l'heure avec Thomas Bernabé évidemment qui vous accompagne. On rappelle l'horaire, 21h pour ce Portugal-France décisif pour la qualification. Si la France termine première, ça lui permettrait d'éviter l'Angleterre qui est l'une des équipes favoris dans cet Euro 2020.
2021. On en vient maintenant à la tempête Alex. Nous sommes 8 mois après le passage de celle-ci dans les Alpes-Maritimes. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que les stigmates sont encore présents, même si les vallées de la Roya, de la Tinée et de la Vésubie, où nous allons aller dans quelques instants, sont en train de se redresser. L'activité économique a repris. Des vallées qui, d'habitude, profitent à plein de la saison d'été. Il a donc fallu mettre les bouchées doubles pour pouvoir ouvrir les sites d'attractions, les hôtels ou encore les restaurants. Reportage donc à Saint-Martin-Vésubie de Claudia Olivier. Si vous êtes donc dans le salon salle à manger. Dans quelques jours, cet hôtel 4 étoiles accueillera ses premiers clients. Une ouverture plus tardive que prévue, causée par le passage de la tempête Alex, mais primordiale pour la reconstruction de la commune. Quelque part, tous ces événements dramatiques nous ont confortés dans notre conviction qu'il fallait avancer coûte que coûte et qu'il fallait montrer que la vallée continuait à vivre. Au cœur du village, la vie a déjà repris son cours et les terrasses sont pleines. Julie, restauratrice, attend les premiers touristes avec impatience. On attend les touristes pour essayer de faire la même saison que l'année dernière avec le Covid. On espère qu'on aura aussi pas mal de clients, même si on sait qu'on va avoir pas mal d'observateurs qui veulent venir voir les dégâts. Quant au Vesubia Mountain Park, il a rouvert ses portes ce week-end. Mais pour Nathalie, il reste encore quelques détails à régler. Tout est comme avant, mais on a une grosse inquiétude sur les places de stationnement. Le parking, on a perdu les 2/3 du parking qui est situé au-dessus du Vesubia. Donc on ne sait pas où les clients vont pouvoir se garer. Donc il faut bien prendre ses précautions en amont de sa venue. Par solidarité avec les sinistrés, de nombreux bénévoles souhaitent également organiser gratuitement et tout au long de l'été des concerts et des animations. On est très touchés par cette solidarité qui existe et c'est important de mettre de la joie et du baume au cœur pour tous les villageois, pour tous les gens qui vivent ici, qui vivent du tourisme. Tout au long de l'été, plus de 10 000 personnes se rendent sur Saint-Martin-Vésubie. Plus de 8 mois après le passage de la tempête Alex, la commune est donc prête pour démarrer la saison estivale. Et le premier invité de ce grand direct, c'est Xavier Pelletier, le préfet délégué en charge de la reconstruction des vallées. Bonsoir, merci d'avoir accepté cette invitation. Il n'y a pas que la vallée de la Vésubie, il y a la vallée de la Tinée, de la Roya notamment. Quel est le bilan 8 mois après ? On l'a vu, durant ces 8 mois, les communes se sont battues, se battent encore aux côtés de l'État, des collectivités, des bénévoles pour revivre. Il fallait être prêt, ou en tout cas presque prêt pour la saison d'été. On l'a vu là à Saint-Martin-Vésubie, les hôtels, les restaurants, le Vesubia Mountain Park ont fait beaucoup d'efforts pour pouvoir quand même profiter du poumon économique qu'est l'été. Moi, je dirais déjà une mobilisation exceptionnelle de tous les acteurs, les collectivités territoriales, l'État, les bénévoles. Je crois qu'il y a eu un élan extrêmement positif et beaucoup d'attention qui se sont tournées vers les vallées. Le président de la République, qui avait fait des annonces très fortes, a réuni récemment donc un comité de suivi, a annoncé les financements d'État qui seront massifs, 572 millions d'euros qui seront engagés pour cette reconstruction, à la fois pour restaurer les infrastructures, pour protéger les habitants des risques futurs et pour envisager des projets de développement et d'attractivité pour les vallées. Donc je crois qu'on est sur la bonne voie, il y a encore énormément à faire. Il faut quand même se rappeler qu'on a affaire à un désastre, une catastrophe absolument majeure. Les experts disent que c'est certainement la catastrophe naturelle la plus importante en France métropolitaine depuis la Seconde Guerre mondiale. Donc il y a beaucoup encore de travaux à faire, mais vraiment aux côtés de la métropole Nice-Côte d'Azur, du conseil départemental, de la CARF et de l'ensemble des communes, je crois qu'on est véritablement en phase pour avancer très vite pour que ces vallées retrouvent toute leur beauté. Vous pouvez nous expliquer ces 572 millions d'euros, comment ça se compose? Parce que là aussi, il y a une lecture des chiffres qui est différente. Certains disent qu'on englobe là-dedans des fonds qui viennent de l'Europe, des fonds qui ont déjà été versés. Est-ce qu'on peut démêler le vrai du faux? Alors, il y a plusieurs instruments financiers. Il y a d'abord la dotation de solidarité. C'est l'État assureur qui indemnise les collectivités territoriales pour les infrastructures perdues. C'est 143 millions d'euros. C'est un chiffre extrêmement important, jamais égalé d'ailleurs en France métropolitaine. C'est des sommes considérables. Il y a ensuite effectivement le Fonds de solidarité de l'Union européenne, 59,3 millions d'euros. La France a réussi à obtenir ces financements. C'est très très difficile, les critères sont très exigeants. Les dossiers ont été instruits à la préfecture des Alpes-Maritimes avec le ministère de la Cohésion des Territoires.
Il y a ensuite cette contractualisation État-collectivité territoriale dédiée à la reconstruction, 150 millions d'euros, donc qui complétera les 2 premiers instruments financiers et qui sera aussi dédié à projeter les vallées, c'est-à-dire envisager des projets de développement sur tous les secteurs d'activité, l'agriculture, le tourisme, la santé, et aussi avec une ambition qui est d'entraîner une dynamique territoriale, demander aux élus, notamment aux maires, de projeter leurs projets, de nous faire part des ambitions qui sont les leurs, avec une concertation citoyenne. Il ne faut pas oublier les habitants, parce que reconstruire une reconstruction aussi majeure, si on le fait sans les habitants, je pense qu'on aura loupé quelque chose. 120 millions d'euros aussi du fonds Barnier, qui a pour vocation de protéger les habitants des aléas, des risques, donc avec des opérations majeures de délocalisation, c'est-à-dire qu'on va faire en sorte de tirer toutes les leçons de cet événement et ne plus laisser des habitants exposés aux risques. Il y a aussi le FCTVA, comme on dit, c'est-à-dire que les collectivités territoriales ne paient pas la TVA, donc ça 100 millions d'euros en retour de l'État, donc ça fait une enveloppe très conséquente. À quelle fréquence vous vous rendez dans ces vallées? Est-ce que vous y êtes très présent pour prendre le pouls aussi des petites détresses qui n'ont pas forcément un écho très important? J'ai un bureau mobile. Je suis à peu près 3 jours par semaine dans les vallées, donc dans la Roya, dans la Vésubie, dans la Tinée. C'est extrêmement important pour moi, vous le disiez, d'être en contact direct avec les élus, avec les habitants, de bien percevoir les problématiques qui restent à traiter. Vous allez peut-être me poser la question, il y a beaucoup de sinistrés qui sont un peu perdus dans la relation avec leur compagnie d'assurance. On va y venir. Je vous donnerai quelques éléments, mais être auprès des maires, les écouter et être en capacité de régler les petits comme les grands problèmes, je considère que c'est ma mission. Alors avant de parler des assurances, et on entendra le maire de Saint-Martin-Vésubie à ce propos, un mot des routes. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a encore des routes coupées? Est-ce qu'on a encore des hameaux, des coins qui sont coupés du monde, ou une solution est proposée à chaque habitant de ce département? Moi, ce que je veux dire d'abord, c'est que les collectivités territoriales et les entreprises ont déployé des efforts absolument remarquables pour restaurer ces voies d'accès, que ce soit dans la Tinée, la Vésubie et la Roya. Il faut voir quand même que ce que fait le conseil départemental, par exemple, sur la 6204, cette route départementale, l'unique voie d'accès routière à la Haute-Roya, le chantier est ouvert alors qu'on a encore des circulations parce que c'est la seule voie d'accès. Là, la route devait être praticable non plus en convoi, mais par alternat dès le mois de juillet. Donc là, ce sont des efforts absolument remarquables. Voilà, qu'on précise bien, à convoi, ça veut dire qu'on donne rendez-vous à 1h et on ne peut partir ou arriver qu'à cette heure-là. C'est ça. Donc c'était des convois tôt le matin, vers 7h, un à midi et un le soir. C'est pas très pratique, évidemment. On ne peut pas redescendre en urgence. C'est ça. Même chose dans la Vésubie. La métropole Nice-Côte d'Azur a engagé des travaux colossaux. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on a encore des hameaux qui sont peu accessibles. Alors Castelrino, la RD 91, il faut voir ce que c'est aujourd'hui. C'est-à-dire c'est des pans entiers de montagnes qui ont glissé, qui se sont effondrés. Et pour rétablir cet axe, il faudra des années encore, enfin des années, au moins encore une année de travaux pour sécuriser, parce que, je le dis souvent, on constate encore aujourd'hui des effets ricochets, c'est-à-dire que cette tempête a déstabilisé les sols, on a des glissements de terrain, on a des chutes de blocs. Donc là, il y a un travail d'ingénieur qui est très important. Voilà, il y a quelques semaines, comment on accédait à Castelrino, des images de Claudia Olivier qui avait fait plusieurs heures de marche. J'imagine que vous reconnaissez ces endroits. Il y avait encore de la neige, donc c'est des images d'archives, mais voilà, on pouvait n'y accéder qu'après 3 heures de marche. Donc effectivement, l'ampleur de la tâche est assez gigantesque. Alors Castelrino, on peut y accéder par la fameuse route piste des 50 lacets, et ensuite la piste du Fort Central. Donc ça, c'est une voie d'accès évidemment qui est précaire, qui va être un peu viabilisée, mais c'est pas idéal, c'est sûr.
pas idéal, mais en attendant, les travaux avancent, la mobilisation également. Toujours dans la Roya, le train. Là aussi, il y a eu des engagements forts de l'État, de la région, de la SNCF. Ce fameux train des merveilles qui, pour le coup, porte bien son nom, qui est revenu. Ça y est, là, il circule. Début mai, on a inauguré la réouverture de cette ligne de vie, comme on l'appelle dans la Roya. On a surveillé pendant des mois le fameux mur à arcature de Fontan qui s'affaissait. On avait cru qu'il était condamné et finalement il a été sauvé. C'est 20 millions d'euros de travaux d'urgence qui ont été engagés, 10 millions État, 7,5 millions pour la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et 2,5 millions pour le département des Alpes-Maritimes. La ligne de chemin de fer a été moins impactée que les voies routières, mais quand même, il y a eu des dégâts importants sur le mur à arcature. À l'arrivée à la gare de Saint-Dalmas, également, les viaducs et le tunnel avaient été endommagés. Donc, c'est des travaux qui ont été conséquents. Et aujourd'hui, l'ambition, c'est d'essayer d'avoir une circulation plus rapide sur cet axe et aussi d'améliorer les horaires, à la fois pour l'arrivée à Tende et le départ pour descendre sur Nice. Vous parliez des assurances. Je vous propose d'écouter le maire de Saint-Martin-Vésubie qui, sur sa commune, a encore une soixantaine de cas d'habitants qui sont confrontés à ces impasses, en tout cas qui paraissent être des impasses. On écoute Yvan Mottet. C'est très différent d'une expertise à l'autre parce que vous avez les expertises des bâtiments qui vont vous dire qu'un bâtiment, même s'il est en ras de falaise, il peut être impeccable. On a le cas. Hein. Et de l'autre côté, c'est un bâtiment qui sera quand même rasé. Donc les assurances, ça pose des problèmes parce qu'ils disent que le bâtiment est bien. Donc il n'y a aucune raison qu'on vous donne des indemnisations. Donc il va y avoir toute une recherche entre ce que va donner les assurances aux particuliers qui ont un bien touché et le reste sera repris par les domaines. Eh bien, c'est le fonds Barnier qui va prendre la différence entre les deux. Voilà, c'est assez technique quand même. Est-ce qu'en gros, ça veut dire qu'on est au cas par cas, là, concrètement, des expertises et des indemnisations? Oui. Alors, ce que je souhaite dire dans un premier temps, c'est que quand je suis arrivé, j'ai tout de suite organisé une réunion avec la Fédération française des assurances. Et on assure la liaison entre les sinistrés, les communes quand on nous signale des cas, et la Fédération française des assurances qui entretient le lien avec les compagnies. On cible les cas les plus problématiques où il y a des défauts effectivement d'expertise ou quand l'expertise est très en deçà de la valeur du bien. Ensuite, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on a des biens qui sont parfois indemnes, qui ont été très peu impactés par la tempête, mais qui aujourd'hui se situent en pleine zone de risque. Donc c'est là que le fonds Barnier intervient. Le fonds Barnier, le fonds de protection contre les risques naturels majeurs, son ambition, c'est de protéger les habitants contre les aléas et faire en sorte que demain, si malheureusement on avait encore un événement marqué, qu'aucun habitant des vallées ne soit menacé. Donc le fonds Barnier permet d'acquérir des biens et de les détruire et de permettre aux habitants d'être relogés puisqu'il y a des indemnités qui viennent en complément de ce qu'apportent les assurances. Alors, je voudrais qu'on évoque finalement un aspect qui est peut-être le plus dramatique, c'est le bilan humain de cette catastrophe. 9 décès, 12 personnes encore disparues. Il y a encore des disparus. Alors, le bilan aujourd'hui, c'est 10 morts et 8 personnes encore disparues. Donc c'est vrai que tout de suite après la tempête... Oui, ça c'était les chiffres, effectivement. Voilà, puis, exactement. Les services de gendarmerie, la sécurité civile, le SDIS ont engagé beaucoup de travaux, de recherche, on revoit ces images en même temps, absolument, qui datent du soir du drame et qui parlent d'elles-mêmes. Voilà. Et on a effectivement toujours 8 personnes disparues. Donc ça sont des drames humains, évidemment. Moi, j'ai toujours des pensées pour les familles, pour ceux qui n'ont pas de nouvelles de leurs proches. Il y a toujours des recherches qui sont faites de façon moins systématique, mais c'est vrai qu'on est toujours en face de personnes qu'on n'a pas retrouvées. J'allais vous demander, alors justement, pour terminer, ces recherches-là se poursuivent. À quelle fréquence? Qui les diligente? Évidemment, l'État, mais c'est les gendarmes, les pompiers? Oui, alors on a beaucoup de travaux d'investigation
dans les rivières, donc ça nous amène parfois à investiguer des zones qui l'avaient peut-être été moins. On est en relation avec nos amis italiens aussi, puisque vous savez qu'on a retrouvé des corps malheureusement en mer, donc il y a des recoupements qui sont faits, mais aujourd'hui c'est vrai que tout a vraiment été exploré, on a été jusqu'au bout à ce stade de ce que l'on pouvait faire. Pour terminer sur une note positive, parce que il y a eu finalement des manifestations du bien aussi après cette catastrophe, c'est l'incroyable mobilisation des bénévoles qui ne faiblit pas, ou à peine. On est 8 mois après le passage de la tempête Alex. Il y a encore les week-ends solidaires, il y a encore des tombolas. Il y en a une qui a été organisée à Carrosse il n'y a pas longtemps pour aider les vallées. On est là aussi face à une mobilisation de citoyens pour venir en aide aux sinistrés. Il y a, et vous l'avez dit, à la fois cette mobilisation qui ne faiblit pas, des engagements absolument incroyables, une humanité qui se dégage de ces mouvements de générosité, et puis surtout, j'allais presque dire une force d'intervention. Moi, je suis en relation avec Gilles Marsala, les week-ends solidaires. Ils font des choses absolument incroyables, avec une détermination, un engagement qui est tout à fait remarquable. Alors, moi, je suis on voit très admiratif qui nous avaient été envoyés par les week-ends solidaires. On peut rappeler, c'est des rendez-vous qui sont donnés au départ, qui étaient donnés à chaque veille de week-end, et on avait 90, 100, 120 bénévoles qui se donner la main pour eh bien aider les propriétaires à remettre un peu d'ordre aussi sur les terrains et apporter les premiers travaux. Ils sont extrêmement organisés, ils sont très forts, et ils font ça dans un esprit extrêmement positif. Il y a une espèce d'entraînement, de joie, de bonheur. C'est aussi très important, au-delà, je dirais, des travaux physiques qu'ils font. C'est ces témoignages qu'ils apportent aux sinistrés. Et encore une fois, dépasser ce traumatisme, c'est extrêmement compliqué et ça prendra du temps. Merci beaucoup Xavier Pelletier, préfet délégué en charge de la reconstruction des vallées dans les Alpes-Maritimes. Donc 8 mois après le passage de la tempête Alex, les vallées qui vont tenter de capitaliser entre guillemets sur l'été, qui se sont bien bougés aussi pour pouvoir vivre un peu normalement durant l'été, avec évidemment toujours derrière cette crise sanitaire qui les a beaucoup handicapés. Merci d'avoir accepté notre invitation en direct ce soir sur les antennes d'Azur TV. C'était hier la journée mondiale du don d'organes, et en fin d'après-midi, une petite régate était organisée au large de Beaulieu-sur-Mer. C'est sur la Côte d'Azur, un lieu idyllique avec des greffés, des soignants, des associations pour promouvoir le don d'organes. Vous allez le voir, le don d'organes qui sauve chaque année plusieurs vies. Reportage de Alexis Ricard. Certains ont reçu une greffe, d'autres en attendent une, d'autres encore sont des soignants. Tous s'apprêtent à partir pour une balade en mer à bord de 33 bateaux bénévoles. L'organisateur Michel a lui aussi connu la dialyse avant de recevoir une greffe à l'hôpital Pasteur il y a 9 mois. Et donc j'ai eu l'idée en fait de mettre le logo du don d'organes sur mon voilier. Et après je me suis dit pourquoi pas en faire profiter à d'autres. Et c'est une idée qui a germé avec l'hôpital Pasteur. Au programme, une sortie de 2 heures, direction Saint-Jean-Cap-Ferrat. Direction le Lady Sea, c'est l'heure du départ. À bord, le capitaine a lui aussi traversé l'épreuve d'une greffe en 2019. L'événement lui permet de partager sa passion. Et oui, chacun a eu des parcours à peu près similaires sur ce bateau. On ne le savait pas il y a encore 15 jours qu'on allait se rencontrer, puisqu'on ne se connaissait pas. Et puis au hasard des occasions et des relations, notamment sur le port, la solidarité, on va dire, des gens de mer fait que très vite, on lit contact les uns avec les autres. Et c'est ainsi qu'on est arrivé à décider de faire une sortie aujourd'hui. Jean-Pierre et Richard, eux aussi, apprécient la sortie en mer. Je suis un vétéran de la greffe, un rescapé du Covid. Mais bon, je suis heureux. Par contre, vous voyez, aujourd'hui, pour moi, c'est énorme. C'est énorme. Je revis. Ça fait du bien. Ça me permet d'avoir un après-midi de repos par rapport au travail, qui a repris grâce à la greffe de rein, bien sûr. Et puis, ça permet de rencontrer des gens qui sont dans le même cas ou en devenir. Cette première édition, en association avec le CHU Pasteur, le centre de dialyse de Monaco et France Rhin, a réuni près de 150 participants. Et on se retrouve dans quelques instants pour la deuxième partie de ce grand direct. Pour vous informer au plus près de chez vous.
Azur TV devient BFM Marseille-Provence, Toulon-Var, Nice-Côte d'Azur. L'info de proximité, l'économie locale, les loisirs, les sports, les transports, les sorties, toute l'actualité, 7 jours sur 7. Toute la journée, des rendez-vous d'information réactualisés en permanence. Avec le Grand Journal du Sud, pour vous informer au plus près de chez vous. C'est une équipe 100% dédiée, réactive, des innovations technologiques au service du direct. Info, météo, proximité, ce qui fait votre quotidien. BFM Marseille-Provence, BFM Toulon-Var, BFM Nice-Côte d'Azur. Disponible sur tous les supports. Le Grand Direct sur les antennes d'Azur TV, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. À la une de l'actualité ce soir, le Rassemblement national qui espère mobiliser ses électeurs. 73% de ceux qui ont voté pour Marine Le Pen en 2017 ne se sont pas rendus aux urnes au premier tour des régionales. Nous avons suivi une opération de tractage à Cagnes-sur-Mer avant le second tour. Vous verrez que la ville de Nice a choisi de sécuriser les campus C, campus universitaires. Bien sûr, une convention a été signée entre la ville et l'université pour se prémunir contre tout type de risque. Et puis la décision de la Cour de cassation est également tombée après celle qui concernait au Conseil d'État l'assurance chômage. Les fleurs de CBD restent légales à la vente. Reportage dans un magasin de Marseille. Mais pour débuter cette deuxième demi-heure que nous passons ensemble, les élections régionales, un sondage de l'Institut IFOP place Renaud Muselier légèrement en tête du second tour ce dimanche. 51% des voix contre 49% pour Thierry Mariani. Ce qui veut dire que pour le candidat du Rassemblement national, il va falloir mobiliser les électeurs, qu'ils soient plus nombreux qu'au premier tour. En France, 73% des électeurs de Marine Le Pen n'ont pas voté au premier tour de ces élections régionales. Opération de tractage donc aujourd'hui sur un marché de Cagnes-sur-Mer suivi par Alexis Ricard et Kelly Vargin. Bonjour monsieur, c'est pour les élections régionales. Vous avez un super stand de la... C'est le deuxième marché depuis ce matin pour le Rassemblement national et il y a du monde dans les rangs. La tête de liste au régional pour les Alpes-Maritimes, les candidats au départemental pour les cantons de Cagnes-sur-Mer et leurs militants. On a l'occasion de sortir tout un système, le système Louis Nègre, le système Christian Estrosi, le système d'Emmanuel Macron, le système de Renaud Muselier. Bonne journée, tenez madame, n'hésitez pas à aller voter dimanche. Vous inquiétez pas, on va y aller, merci. Pour ce militant mobilisé depuis 3 mois déjà, le rythme s'est encore accéléré. On essaye au maximum de faire reculer cette abstention et de mobiliser massivement notre électorat. C'est pour ça que tous les jours on a enchaîné marché, on va dans les quartiers populaires, on se rend compte, il faut aller le chercher, et il faut lui faire prendre conscience de ces élections. Dans cette commune, Thierry Mariani a recueilli 42% des votes, un des scores les plus hauts dans le département contre 32,7% pour Renaud Muselier. Et sur ce marché, beaucoup assurent avoir voté RN au premier tour. Quand on est déçu par quelqu'un, je pense qu'on essaye une autre voie. Tout à fait une autre voie en plus. Je serais bien content que ce soit monsieur qui passe. Le premier tour, il a été fait avec ça, le second sera fait avec ça. Formidable. Il faut dire aux jeunes d'aller voter à 85%, ils n'ont pas voté. Et ils ne sont pas les seuls. Selon un récent sondage, 73% des sympathisants du Rassemblement national ne se sont pas rendus aux urnes. Peut-être que des gens se sont dit au premier tour, il n'y a peut-être pas besoin d'aller voter parce qu'ils vont gagner. Si chacun de nos électeurs, comme on les voit ce matin, trouve 5 personnes pour aller voter dimanche, on a gagné. Le travail qu'on fait aujourd'hui, on l'aurait fait même si M. Félizia ne s'était pas retiré. Mais plus que jamais, bien sûr, il faut mobiliser nos troupes. Une opération de tractage qui n'aura pourtant pas convaincu tout le monde. Je vais voter, c'est sûr. Pour qui, j'en sais rien. Je vais lire ça, on verra. Je peux mettre un truc blanc. Je leur ai dit que ça ne m'intéressait pas. Peu importe de quel côté on se range, il n'y a aucun changement. Donc je ne vais pas aller perdre mon temps à aller... voter. Le taux d'abstention dans les Alpes-Maritimes restera-t-il à 65% des inscrits? C'est la grande interrogation de ce deuxième tour des élections régionales et départementales.
Et le rendez-vous à noter avant celui de dimanche, vous pouvez noter d'ores et déjà, hein, 19h30, le second tour et tous les résultats à suivre en direct sur nos antennes. C'est le débat de demain matin, 8h30, 9h30, en direct sur toutes les antennes d'Azur TV. Débat entre Thierry Mariani pour le Rassemblement National et Renaud Muselier pour les Républicains, la République En Marche, l'UDI et le MoDem. Débat arbitré par Jean-Jacques Bourdin, puisque nos antennes vont se transformer en BFM Toulon-Var, BFM Marseille-Provence et BFM Nice-Côte d'Azur. À la une également de ce mercredi, le Conseil d'État qui suspend l'application de la réforme de l'assurance chômage qui devait entrer en vigueur le 1er juillet prochain. L'institution se justifie par des incertitudes qui planent autour de la situation économique et des nouvelles règles de calcul qui vont pénaliser de manière significative les salariés en contrat court. Une mauvaise nouvelle pour le gouvernement, même si sur le fond, eh bien, le Conseil d'État ne se prononce pas. Le Conseil d'État qui, selon Saïda Hamada, ne fait que reporter de quelques mois l'application de cette réforme. Je vous propose d'écouter le député La République En Marche des Bouches-du-Rhône avec Valentin Rodriguez. C'est une bonne réforme. Elle permet de lutter contre les contrats courts, contre les employeurs qui abusent de ces contrats courts, alors qu'ils pourraient offrir des CDI en longue durée, et aussi les salariés qui ont abusé de ces contrats courts, alors qu'ils auraient pu eux aussi signer des contrats longue durée. Cette réforme elle a été pensée au moment où l'activité économique fonctionnait bien, et le Conseil d'État a estimé qu'il n'était pas opportun à ce moment-là, aujourd'hui, de la mettre en place. C'est donc un jugement sur le timing, la forme, et pas sur le fond, et c'est ce qu'il faut retenir de ce jugement du Conseil d'État. Le rendez-vous pour l'équipe de France est fixé à 21h ce soir à Budapest, à la Puskás Arena. C'est en Hongrie, évidemment. Les Français qui affrontent le Portugal. Le Portugal qui a besoin de gagner pour se qualifier et la France qui aimerait bien conserver la première place de son groupe pour éviter de tomber, par exemple, face à l'Angleterre. On retrouve à Toulon Marion Colangelo, Thomas Bernabé, puisque, évidemment, les bars vont pouvoir profiter de l'événement ce soir. Il n'y a plus de couvre-feu, donc des dispositifs ont été installés un peu partout. On a vu tout à l'heure que les patrons de bars comptaient bien capitaliser là-dessus. Est-ce que ça s'est un petit peu rempli? Marion, il est quand même tôt, hein, il est 18h37. Où en est-on de l'affluence? Oui, il est encore tôt, mais le bar commence déjà à se remplir avec les supporters qui commencent petit à petit à arriver et l'ambiance qui commence à monter. Le staff du bar a joué le jeu en prenant des maillots des équipes européennes. Ce n'est pas le cas de Jonathan. Jonathan, vous n'avez pas pris de maillot, mais vous êtes quand même venu voir le match. Bonjour, c'est ça, je suis bien venu voir le match. Pas de maillot ce soir, mais la couleur est là. Ce soir, je soutiens le Portugal. Et on est chaud, on va manger les Français. Du coup, un petit pronostic? Un petit pronostic, ce sera 2-1. 2-1 pour le Portugal. Ça sent bon la morue ce soir. Et vous portez les couleurs des Bleus, du coup, quel est votre pronostic? Moi, je pense à 1-0 et j'espère qu'on va avoir notre revanche de cette finale de 2016, du coup, de l'Euro 2016. J'espère le 1-0 en tout cas, minimum. Eh bien, merci beaucoup. Eh bien, donc, comme on peut le rappeler, ce soir, la France joue contre le Portugal à 21h sur TF1. Un match capital pour l'équipe de France, même si elle est déjà qualifiée pour les huitièmes de finale. Voilà, des petits problèmes de connexion vidéo avec vous, Marion, mais on a compris le message, on a entendu ces supporters qui ne sont pas forcément du même camp. Évidemment, l'ambiance sera bonne, que le meilleur gagne. Si ça peut être l'équipe de France, c'est évidemment bien mieux pour nous. La ville de Nice qui sécurise les campus universitaires de son territoire, un peu moins d'une dizaine, pour les prémunir contre tout type de risque. Une convention a été signée entre la ville et le président de l'université. Je vous propose d'entendre justement le président de l'université, Yannick Brice-Walter, et Anthony Boré, le premier adjoint au maire de Nice, avec Marie Justo. Nous souhaitons prévenir tout type de risque, c'est-à-dire qu'en fait, à partir du moment où il arrive un événement indésirable, au pire, on imagine toujours une attaque terroriste, mais ça peut être aussi un malaise d'un enseignant, d'un étudiant, d'un chercheur, ça peut être aussi un risque environnemental, on est en zone sismique ou un risque chimique. Donc notre souhait, c'est que dès qu'il arrive un événement indésirable, on puisse prévenir et alerter le plus rapidement possible. D'où le fait de mettre en place des boutons d'alerte
dans ce partenariat avec la ville de Nice. C'est pour sécuriser tous les campus de l'université qui en auront besoin. Nous répondons à une demande de l'université qui nous a fait savoir qu'elle était désireuse de pouvoir progresser. Nous avons proposé aussi de pouvoir apporter des formations à l'ensemble des personnels qui travaillent à l'université, au-delà des audits en fonction de la configuration de chaque campus. C'est, je crois, un élément de sécurisation de plus que nous proposons à l'université de mettre en œuvre ensemble. La vente de fleurs de CBD est bel et bien légale en France. C'est une décision de la Cour de cassation en ce mercredi. Il y avait un quiproquo sur la... On peut confondre finalement les fleurs de CBD et le cannabis. La Cour de cassation qui s'aligne tout simplement sur la réglementation européenne. Reportage dans un magasin de vente de fleurs de CBD et d'autres produits à Marseille avec Manon Mujica et Luca Licata-Caruso. On le trouve sous toutes les formes et pour tous les goûts, le CBD. Après, on aura des variétés peut-être un petit peu plus fruitées, comme la Super Strawberry. On voit notamment ces têtes un petit peu rouge rosé. Donc c'est 3 petites gouttes à venir mettre directement sous la langue qui est l'endroit le plus vascularisé de notre corps. Le CBD ne contient pas de THC, une substance psychotrope. Il est donc légal et même plébiscité par de plus en plus de consommateurs, notamment pour ses effets relaxants. J'ai une hernie discale et c'est vrai que on ne va pas dire que ça soigne, mais ça soulage. Ça évite des médicaments, ça évite la codéine, ça évite les trucs forts où on peut devenir addict, on va dire. Je trouve ça quand même pas mal. Pourtant, cette molécule est au cœur d'une controverse depuis quelques semaines. La France veut interdire la vente des fleurs de chanvre. La raison, difficile à l'œil nu de distinguer une fleur de CBD de son parent, le cannabis, ce qui rend alors les contrôles de police plus compliqués. Mais la Cour de cassation a mis fin au débat cet après-midi. Elle a statué en faveur de sa commercialisation. Une évidence pour ce vendeur. On en arrive au principe de réciprocité que l'Europe a mis en place. Si mon voisin travaille un produit à 0,5 comme l'Italie, alors pourquoi pas nous? On doit suivre la trame donnée par l'Europe, puisque les États membres doivent suivre, tout simplement. En 2020, la Cour de justice de l'Union européenne avait déjà retoqué la position des autorités françaises sur l'interdiction du CBD. C'était hier la journée mondiale du don d'organes, un don important qui permet de sauver des centaines de vies chaque année dans notre pays. Et pour faire la promotion de cette journée, pour encourager les citoyens à donner leurs organes, eh bien, plusieurs greffés, médecins, associations organisées hier après-midi à Beaulieu-sur-Mer, sur la Côte d'Azur, une régate au large, une sortie en mer suivie par Alexis Ricard. Certains ont reçu une greffe, d'autres en attendent une, d'autres encore sont des soignants. Tous s'apprêtent à partir pour une balade en mer à bord de 33 bateaux bénévoles. L'organisateur Michel a lui aussi connu la dialyse avant de recevoir une greffe à l'hôpital Pasteur il y a 9 mois. Et donc j'ai eu l'idée en fait de mettre le logo du don d'organes sur mon voilier. Et après je me suis dit pourquoi pas en faire profiter à d'autres. Et c'est une idée qui a germé avec l'hôpital Pasteur. Au programme, une sortie de 2 heures, direction Saint-Jean-Cap-Ferrat. Direction le Lédicy, c'est l'heure du départ. À bord, le capitaine a lui aussi traversé l'épreuve d'une greffe en 2019. L'événement lui permet de partager sa passion. Et oui, chacun a eu des parcours à peu près similaires sur ce bateau. On ne le savait pas il y a encore 15 jours qu'on allait se rencontrer, puisqu'on ne se connaissait pas. Et puis au hasard des occasions et des relations, notamment sur le port, la solidarité, on va dire, des gens de mer fait que très vite, on lit contact les uns avec les autres. Et c'est ainsi qu'on est arrivé à décider de faire une sortie aujourd'hui. Jean-Pierre et Richard, eux aussi, apprécient la sortie en mer. Je suis un vétéran de la greffe, un rescapé du Covid. Mais bon, je suis heureux. Par contre, vous voyez, aujourd'hui, pour moi, c'est énorme. C'est énorme. Je revis. Ça fait du bien. Ça me permet d'avoir un après-midi de repos par rapport au travail, qui a repris grâce à la greffe de rein, bien sûr. Et puis, ça permet de rencontrer des gens qui sont dans le même cas ou en devenir. Cette première édition, en association avec le CHU Pasteur, le centre de dialyse de Monaco et France Rhin, a réuni près de 150 participants. Et on se retrouve dans quelques instants pour la dernière partie de ce grand direct. Pour vous informer au plus près de chez vous, Azur TV devient BFM Marseille-Provence, Toulon-Var, Nice-Côte d'Azur. L'info de proximité, l'économie locale,
les loisirs, les sports, les transports, les sorties, toute l'actualité, 7 jours sur 7. Toute la journée, des rendez-vous d'information réactualisés en permanence. Avec le Grand Journal du Sud, pour vous informer au plus près de chez vous. C'est une équipe 100% dédiée, réactive, des innovations technologiques au service du direct. Info, météo, proximité, ce qui fait votre quotidien. BFM Marseille-Provence, BFM Toulon-Var, BFM Nice-Côte d'Azur. Disponible sur tous les supports. Et pour terminer ce grand direct sur les antennes d'Azur TV, nous allons jeter un œil à ce projet de rapport du GIEC, les experts de l'ONU qui tirent la sonnette d'alarme sur le climat, des retombées cataclysmiques. C'est ce que disent les experts qui pourraient devenir palpables bien avant 2050. Notre invité sera avec nous dans quelques instants pour en parler et voir les applications concrètes également sur notre territoire. Les vallées qui affrontent l'été, notamment la vallée de la Vésubie, après le passage de la tempête Alex il y a 8 mois, les points d'attraction touristique rouvrent et bien tout le monde espère bien capitaliser là-dessus. Et puis vous découvrirez comment aller à la plage avec votre chien, ça se passe du côté de Nice. Quelques conseils également que vous donnera Sébastien Serrano dans un instant. Nous commençons donc ce dernier quart d'heure avec ce projet de rapport du GIEC, les experts du climat de l'ONU, qui constatent que les impacts du dérèglement climatique vont faire des dégâts plus tôt que prévu. Bonsoir Yon Tcheaplénou, mais j'espère que je prononce bien votre nom. Pléano, merci d'être avec nous. Vous êtes vous dirigez une association dans le Var, une association environnementale qui évidemment est très au fait de ce rapport et de ce qui peut se passer dans notre région. D'abord, peut-être juste un mot. L'association Mère Nature, elle, regarde ça de près, mais sur ce rapport en lui-même, est-ce que vous pouvez nous expliquer en gros ce qu'il dit? On va au-devant de graves déconvenues climatiques. Oui, alors deux choses. D'abord, ça fait 20 ans que le GIEC le dit. Donc, il y a eu plusieurs rapports qui se sont succédés. Et à chaque rapport, il y a une actualisation en fonction des données météo qui sont d'autant plus accessibles aujourd'hui que l'Internet permet l'interconnexion de toutes les observations dans plusieurs disciplines. Il y a bien sûr le climat proprement dit, mais il y a aussi l'océanographie, c'est-à-dire les rapports océan-atmosphère. Et à chaque rapport, on a un peu plus de détails. Or, qu'est-ce qu'on constate? Qu'il y a ce qu'on pourrait appeler un effet d'emballement. C'est-à-dire que c'est un peu comme si vos freins lâchent dans une descente. Eh bien, si la descente est un peu longue, plus il y a de la distance à parcourir, plus la vitesse augmente. Et c'est ce qui se passe aussi pour les phénomènes de changement climatique. Mais alors, quand on regarde évidemment les risques qui planent au-dessus de nos têtes, la pénurie d'eau, la malnutrition, évidemment l'extinction des espèces, et on pourrait même subir une augmentation de la température en moyenne de 1,5 degré avant 2025. Il y a 40% de chances que ça arrive. 2025, c'est demain, hein. Oui, et à l'horizon 2100, alors vous allez me dire c'est beaucoup plus loin, on ne sera plus là, mais l'augmentation... On a des enfants qui vont le vivre. Voilà, et l'augmentation, là, elle pourrait être de 3 à 4 degrés. Autrement dit, ce qu'il faut savoir, c'est que pendant 80% de son histoire naturelle, la Terre n'a pas eu de glace, ni au pôle, ni sur les sommets de montagne. Et il n'y avait pas d'hiver. Le climat était beaucoup plus chaud qu'aujourd'hui, et les paléoclimatologues ont appelé ça la planète serre. Aujourd'hui, on est en planète igloo. Et pendant les glaciations, on était en planète boule de neige. Ce sont eux qui ont lancé, notamment un paléoclimatologue très connu qui s'appelle Kirschving, ont lancé ces appellations. Donc, la question qui se pose, c'est est-ce que nous revenons vers une période de planète serre? Et dans ce cas, il faut savoir qu'il y a deux versions. La version humide, avec suffisamment de pluie pour que notre agriculture puisse continuer, mais il y aura aussi des inondations torrentielles, ou bien la version sèche, et dans ce cas-là, il pourrait y avoir une désertification générale des continents.
Et ça, on ne le sait pas. De même qu'on ne sait pas si on revient vers la planète Serre 80% donc du temps de l'histoire naturelle, ou si on est simplement dans un interglaciaire comme on en a déjà eu depuis 2 millions d'années, avec les glaciations successives et des périodes plus chaudes entre elles. Ça non plus, on ne le sait pas. Et normalement, lorsqu'on n'a pas toutes les données, on devrait appliquer le principe de précaution, c'est-à-dire réduire au maximum nos émissions de gaz à effet de serre. Si on les réduisait, ça n'arrêterait pas l'emballement, mais c'est un peu comme si on freinait avec le pied dans une descente, c'est quand même mieux que rien. On a l'impression qu'il est quand même un peu trop tard pour ne pas avoir d'impact concrètement dans notre région. Quels sont les premiers effets qu'on peut percevoir? Évidemment, il fait chaud, ok, mais si on va plus loin? Alors, si on va plus loin, il se trouve que l'alternance sécheresse-inondation, pluie torrentielle, qui est typiquement méditerranéenne, va s'accentuer, première chose. Ce qui veut dire aussi érosion de sol, ce qui veut dire aussi destruction des infrastructures, comme on l'a vu notamment dans les Alpes-Maritimes. Deuxièmement, il va y avoir une remontée du niveau des mers, qui pour l'instant est encore modeste, qui va se traduire par un salage des nappes phréatiques littorales, puisque l'eau de mer est en communication avec ces nappes. On a d'ailleurs des sources sous-marines d'eau douce qui viennent de la montagne. On le sent bien en plongée parce que l'eau se trouble et puis elle est tout d'un coup très froide. Mais là, ça peut s'inverser, ce qui veut dire que c'est l'eau de mer qui s'introduit dans les nappes phréatiques. Et puis, la légère montée des eaux ne va guère affecter les côtes rocheuses à falaise, mais peut affecter par contre le delta du Rhône, la Camargue et les zones basses. Donc voilà un petit peu les conséquences. En elle-même, toute la paléogéographie, c'est-à-dire l'évolution ancienne de la géographie, montre que ça n'a jamais cessé de changer et d'évoluer. Mais la question qui se pose, c'est comment nous, les humains, nous allons nous y adapter, sachant que nos ancêtres ont déjà été confrontés à ça, puisque vous avez à Nice, à Terra Amata, un campement littoral de gens qui faisaient la pêche à pied, il y a approximativement 100 et quelques mille ans, ou peut-être même 400 000, je ne sais plus exactement. Toujours est-il que c'était à 90 mètres au-dessus du niveau actuel de la mer. Donc il était déjà monté. Et à ce moment-là, toute la ville nouvelle de Nice était sous l'eau. Oui, donc c'est assez parlant effectivement de ce qui peut nous menacer à terme. Question toute bête, mais bon, elle est importante. Aujourd'hui, est-ce que dans notre région, on a les bons comportements? Qu'est-ce qui pêche encore? Est-ce qu'on émet trop de gaz à effet de serre? Est-ce qu'on utilise trop la voiture? Quels sont ces petits gestes du quotidien qu'on pourrait faire pour avoir un impact un peu plus mesuré? Alors, premièrement, il n'y a pas de question bête. Dès lors qu'on en pose une, on fait preuve d'intelligence. Deuxièmement, quoi que nous fassions, nous, dans notre région, c'est au niveau mondial que le problème du réchauffement climatique et des émissions de gaz à effet de serre doivent être traités. Nous, on fera notre petite part, on mettra notre petite pierre. C'est ce qu'on appelle les éco-gestes, c'est ce qu'on appelle les transports doux, c'est ce qu'on appelle la priorité donnée aux transports en commun électriques, etc., etc. Et pour ce qui est de la consommation d'eau, c'est pareil. Tout ce qui est intensif et qui fait une grosse consommation d'eau douce devrait revenir au savoir de nos ancêtres qui faisaient des béals et de l'irrigation naturelle à partir de ce que la nature offrait spontanément par la pluviométrie. Et il y a moyen de dompter l'eau sans forcément puiser à fond dans les nappes phréatiques. Donc il y a des tas de choses à faire. On les connaît, et on a des ingénieurs, on a des agronomes, on a des spécialistes qui savent ce qu'on doit faire. Après, c'est une question de volonté. Or, le contribuable électeur moyen, lui, il voit midi à sa porte, il pense davantage à sa génération qu'aux générations futures, il n'a pas envie de payer trop d'impôts, d'investir trop d'argent dans de nouvelles infrastructures, et tant qu'il n'est pas frappé personnellement, il préfère continuer son mode de vie le plus confortablement possible. Tout ça est humain. Donc, il ne s'agit pas de condamner des gens et de dire « ouais, vous faites n'importe quoi, vous ne savez pas quoi faire », et encore moins de condamner la classe politique qui ne fait que suivre ses électeurs. Ce qu'il faut, c'est sortir les brevets des tiroirs où ils sont enregistrés, c'est écouter les spécialistes qui soient ingénieurs, qui soient scientifiques, qui soient climatologues, et suivre leurs avis. Donc ça va évidemment changer des choses. Un exemple très connu, parce que sujet à débat, l'énergie.
Actuellement, chaque fois qu'on essaye de faire marcher des énergies renouvelables, qu'elles soient marines ou qu'elles soient éoliennes, il y a toujours une levée de bouclier, comme on en a eu au 19e siècle quand le chemin de fer est arrivé, ou quand la tour Eiffel a été bâtie dans Paris. Tout ça est humain aussi, mais il faut davantage expliquer que c'est le seul moyen que nous avons pour justement réduire ces impacts sur le changement climatique et notamment l'émission de gaz à effet de serre, parce qu'on ne peut pas non plus construire 50, 100, 1000 nouvelles centrales nucléaires en Europe, étant donné qu'on a le problème de la gestion des déchets, c'est extrêmement coûteux, et sans même parler d'autres risques. Mais il faut donc ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier et panacher, mais pour ça, il faut accepter les inconvénients des nouvelles technologies. Elles en ont toutes. Une éolienne, c'est pas forcément très beau. Il y a ce débat-là aussi sur l'esthétisme des éoliennes et certains qui disent que c'est pas si écologique que ça, mais effectivement c'est un débat qu'il faut porter et en tout cas le pré-rapport du GIEC lui est plutôt alarmant et on pourrait donc même nous, génération vivante en 2021, en voir les dégâts. Merci beaucoup Beyoncé Planéou. Pour finir très brièvement, vous avez 20 secondes. Lorsque l'agriculture a commencé, il y a eu une levée de bouclier contre les premiers moulins à blé, pour moudre le blé. Donc vous dites que ça va peut-être nous heurter au départ, mais que ça peut vite rentrer dans les mœurs et dans les habitudes. Merci beaucoup Beyoncé Planéou, vous êtes directeur de l'association Mère Nature à Toulon. Merci d'avoir accepté notre invitation en direct ce soir sur les antennes d'Azur TV. Beyoncé Planéou qui a évoqué tout à l'heure la situation des Alpes-Maritimes, le passage de la tempête Alex comme une des conséquences de ce réchauffement climatique, ce qui entraîne des phénomènes météo incontrôlés. Le passage de la tempête Alex, donc il y a 8 mois, 10 personnes décédées, 8 sont encore disparues et une vie à reconstruire. Les vallées sinistrées qui profitent chaque été de l'afflux de touristes. Et vous allez le voir à Saint-Martin-Vésubie, par exemple, dans la vallée de la Vésubie, qui porte le même nom, eh bien, on s'est activé pour pouvoir ouvrir les hôtels, les restaurants et par exemple le Vesubia Mountain Park. Reportage de Claudia Olivier. Si vous êtes donc dans le salon salle à manger. Dans quelques jours, cet hôtel 4 étoiles accueillera ses premiers clients. Une ouverture plus tardive que prévue causée par le passage de la tempête Alex, mais primordiale pour la reconstruction de la commune. Quelque part, tous ces événements dramatiques nous ont confortés dans notre conviction qu'il fallait avancer coûte que coûte et qu'il fallait montrer que la vallée continuait à vivre. Au cœur du village, la vie a déjà repris son cours et les terrasses sont pleines. Julie, restauratrice, attend les premiers touristes avec impatience. On attend les touristes pour essayer de faire la même saison que l'année dernière avec le Covid. On espère qu'on aura aussi pas mal de clients, même si on sait qu'on va avoir pas mal d'observateurs qui veulent venir voir les dégâts. Quant au Vesubia Mountain Park, il a rouvert ses portes ce week-end. Mais pour Nathalie, il reste encore quelques détails à régler. Tout est comme avant, mais on a une grosse inquiétude sur les places de stationnement. Le parking, on a perdu les 2/3 du parking qui est situé au-dessus du Vesubia. Donc on ne sait pas où les clients vont pouvoir se garer. Donc il faut bien prendre ses précautions en amont de sa venue. Par solidarité avec les sinistrés, de nombreux bénévoles souhaitent également organiser gratuitement et tout au long de l'été des concerts et des animations. On est très touchés par cette solidarité qui existe et c'est important de mettre de la joie et du baume au cœur pour tous les villageois, pour tous les gens qui vivent ici, qui vivent du tourisme. Tout au long de l'été, plus de 10 000 personnes se rendent sur Saint-Martin-Vésubie. Plus de 8 mois après le passage de la tempête Alex, la commune est donc prête pour démarrer la saison estivale. Et la saison estivale va être compliquée aussi pour nos amis les bêtes. Il fait chaud. Certaines plages de notre région accueillent nos fidèles compagnons à quatre pattes. C'est le cas de la plage de Carras à Nice. Reportage de Sébastien Serrano. Voilà qui est fait. Les chiens ont enfin une deuxième plage à leur disposition sur la promenade des Anglais. Une plage que la mairie de Nice a souhaité accessible à tous, mais où tout a été pensé pour accueillir les baigneurs et leurs animaux de compagnie. C'est une plage, je dis encore une fois, c'est pas une plage qui est ouverte aux chiens, c'est une plage qui est aménagée spécialement pour accueillir des chiens, leur mettre avec leurs chiens
pour qu'ils puissent aller sur la plage, pour qu'ils puissent aller se baigner, pour qu'ils puissent rentrer dans l'eau, qu'ils puissent sortir de l'eau se nettoyer, on puisse laver les chiens pour leur enlever le sel et l'eau de mer et pour que la plage, donc les gens y soient heureux. Mais il est question aussi, on me l'a dit tout à l'heure, d'en préparer une troisième qui serait ou à Castel ou à l'Opéra. Il y aurait vraiment 3 plages comme ça au centre, surtout à la promenade des Anglais. En attendant la 3e plage, c'est déjà l'ouverture de celle-ci, en face de l'hôpital Lanval, qui réjouit les visiteurs aujourd'hui. Membres d'associations ou propriétaires de chiens, voilà près de 10 ans que certains réclamaient une plage à cet emplacement. La satisfaction est à la hauteur de leurs attentes. C'est vraiment exceptionnel, c'est vraiment magnifique. Elle est très belle, très grande. Et ça fera des loulous heureux, parce qu'il y a beaucoup de chiens qui ont vraiment besoin de se dépenser. Et malheureusement, il n'y a jamais assez de place pour eux. Il était temps, j'ai envie de vous dire, parce que bon, ça fait quand même quelques années que c'est comme ça, parce que la plage de Carras, c'était bien beau, mais c'était pas très propre, on va dire, donc et très petit. Et à l'opposé en plus, donc c'est un peu compliqué. Donc ouais, non, c'est vraiment une super nouvelle d'avoir fait ça. Au-delà du plaisir de pouvoir partager un moment à la plage avec son animal de compagnie, pour ces derniers, l'accès à cette plage est aussi bénéfique. Attention tout de même à respecter certaines règles pour le bien-être de l'animal. C'est tout bénéfice pour les animaux. Il ne faudra pas oublier certains gestes, à mon avis, bien rincer les chiens, donc ça surtout pour les animaux qui sont allergiques, avec le sel. Faire attention aux coups de chaleur, surtout en été, donc pensez à les hydrater énormément, parce que les chiens ne transpirent pas comme nous. Et après, voilà, je pense que les clients vont être contents, je pense que les gens vont se rapprocher d'autres personnes aussi, donc ça va être des moments de convivialité, de bienfait et super pour les animaux. Tout le monde pourra donc cohabiter sur la plage Lanval de Nice, sous le regard d'un autre chien, celui de l'artiste Stéphane Bolongaro, le célèbre Totor. Et c'est la fin de ce grand direct. Merci à Thibaut Fouque, Sébastien Lyotard, Ilan Dehé, Aurélien Blot, Céline Moncel, Stéphanie Mossman et Philippe Caudet. Bonne soirée. À demain matin pour le débat du second tour des régionales sur les antennes d'Azur TV.